Bonjour amis téléspectateurs de TV Liberté, bienvenue dans votre émission Passé Présent. Philippe Conrad a réuni sur ce plateau deux invités aujourd'hui, Jean-Pierre Mogendre, président de Renaissance catholique, éditeur de l'œuvre scolaire de Saint-Nicolas, et Jean-Pierre Thurberg, éditeur et patron des éditions Italiques. Alors, cher Philippe, quel est le programme aujourd'hui ? Eh bien, chers téléspectateurs, nous nous proposons aujourd'hui, dans notre première partie consacrée à l'actualité de l'histoire, de vous présenter deux ouvrages récemment parus, celui de Bartolomé Benassar consacré à l'histoire de Madrid et celui de Christopher Clark qui se penche sur les origines de la Première Guerre mondiale. Dans la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire la rubrique « La petite histoire dans la grande histoire » dont se charge Catherine Gourin, eh bien, elle nous parlera de nouveau, comme elle l'a fait dans notre émission précédente, de Mata Hari pour nous raconter la vie, les aventures de cette sulfureuse espionne. Et puis dans la troisième partie, eh bien, nous aborderons avec notre invité Jean-Pierre Mogendre la question de l'enseignement de l'histoire. Il est particulièrement bien placé pour intervenir sur ce sujet, puisqu'il est l'éditeur d'un manuel d'histoire destiné aux enfants et aux adolescents qui rencontre un certain succès depuis quelques mois. C'est un programme très alléchant et assez lourd, assez chargé, car je crois que l'enseignement de l'histoire, c'est un sujet vraiment sur lequel il y aura beaucoup à dire. C'est un sujet tout à fait essentiel, particulièrement par les temps qui courent, à un moment où notre mémoire nationale, où notre réalité identitaire sont régulièrement attaquées, comme on le sait. Mais alors, dans cette première partie, nous commençons, je crois, par deux livres qui ont retenu votre intérêt. Le premier nous emmène en Espagne. Voilà. C'est un livre de Bartolomé Benassar, qui est l'un des grands maîtres des études ibériques en France. Bartolomé Benassar, qui fut un élève de Fernand Braudel, qui a consacré sa thèse à Valladolid au siècle d'or, et qui ensuite nous a donné de très nombreux ouvrages qui sont marqués à la fois par la rigueur, par la qualité de la recherche documentaire, par l'esprit également d'ouverture de l'auteur. Je pense notamment à sa monumentale Histoire des Espagnols qu'il a dirigé aux éditions Robert Laffont. Je pense à son livre sur l'Inquisition espagnole, je pense à son livre, à sa biographie du général Franco, à l'ouvrage qu'il a écrit également sur la guerre d'Espagne, dont je dois louer ici la parfaite impartialité. Et Bartolomé Benassar nous offre aujourd'hui une histoire de Madrid, la capitale de l'Espagne, une histoire qui sera sans doute une révélation pour de nombreux Français peu familiarisés avec l'histoire ibérique. Madrid, c'est une petite bourgade maïrite fondée par les musulmans durant les temps obscurs du Haut Moyen-Âge, à l'époque où Al-Andalus, l'Espagne musulmane, recouvrait la majorité de la péninsule, libérée par la reconquête chrétienne à la fin du XIe siècle, à peu près à l'époque où Tolède est reprise également aux musulmans. Et c'est une cité qui n'apparaît pas du tout au premier plan au cours des siècles suivants, quand on la compare avec Barcelone, avec Valladolid, par exemple. Mais il faut attendre le XVIe siècle, en fait, quand Philippe II d'Espagne installe le fameux palais-monastère de l'Escorial à proximité, pour que la position centrale de cette ville lui permette de mettre en valeur sa vocation de capitale du royaume. Et c'est en fait surtout au début du XVIIe siècle, avec le roi Philippe III, qu'elle devient de fait une capitale à part entière, encore modeste par ses dimensions, mais à la faveur de la prospérité qui est celle de l'Espagne du siècle d'or, elle va prendre un essor tout à fait considérable. Alors, cette capitale de Madrid, elle va connaître des transformations profondes à l'époque des Bourbons. On le sait, c'est un petit-fils de Louis XIV, Philippe V, qui va monter sur le trône d'Espagne à partir de 1700, et à l'issue d'une longue guerre de succession, eh bien, la dynastie va pouvoir se mettre en place durablement. Et le XVIIIe siècle, qui est le siècle des Lumières, eh bien, va voir la capitale s'embellir régulièrement, notamment sous le règne de souverains tels que Charles III. Mais cette brillante capitale qui s'est dotée du palais royal que nous connaissons aujourd'hui, de la porte d'Alcalá durant cette
période. Cette brillante capitale va connaître des jours plus sombres, avec l'époque napoléonienne, on le sait, puisque c'est à Madrid, avec l'insurrection du 12 de Mayo, du 2 mai 1808, que va débuter la guerre de libération, la guerre d'indépendance conduite par le peuple espagnol contre l'envahisseur français. On connaît les scènes immortalisées par Goya du 12 de Mayo, du 13 de Mayo. Madrid, à l'époque, qui va être la résidence pendant quelques années de Joseph Bonaparte, devenu le roi d'Espagne jusqu'à ce qu'il soit contraint à la retraite en 1813. Madrid va connaître donc cette époque durant laquelle les partisans des Lumières, d'ailleurs, vont se rallier pour une part à l'occupant, alors que la résistance est surtout le fait de l'Espagne traditionnelle, de l'Espagne catholique, qui va l'emporter finalement en 1813. Madrid, ensuite, reste bien sûr la capitale au XIXe siècle. Elle connaît diverses vicissitudes. On la voit à un moment sur le point d'être assiégée par les insurgés carlistes, les tenants de la tradition face à la monarchie libérale. En même temps, la ville va se transformer ensuite avec les prémices, les débuts de la révolution industrielle. Mais Madrid va renouer avec le drame, évidemment, au moment de la guerre civile, puisque en juillet 1936, l'échec à Madrid de l'insurrection nationale va entraîner les massacres de la Cárcel Modelo. Et également, on verra le gouvernement républicain qui va devenir de plus en plus révolutionnaire, qui va tomber de plus en plus sous l'influence des communistes espagnols, diriger le camp hostile, évidemment, aux insurgés nationaux, dirigé par le général Franco. Madrid, ensuite, va, au sortir de la guerre civile, penser progressivement ses plaies et va connaître à partir des années 1970 une extension, des transformations absolument considérables qui vont aller de pair d'ailleurs avec les transformations politiques que connaît l'Espagne. Alors voilà en gros le résumé, le film de ce que nous raconte Bartolomé Benassar. Il le fait avec le talent que nous lui connaissons. C'est une histoire qui se lit comme un roman et qui sera certainement une découverte pour tous les Français qui s'intéresse à cette altérité ibérique particulièrement intéressante et particulièrement séduisante. Donc je rappelle que c'est publié chez Perrin et c'est un livre que vous recommandez à tous les gens qui s'intéressent à l'histoire de l'Espagne et ou peut-être même ceux qui vont passer quelques jours à Madrid. Pourquoi pas? Est-ce qu'on sent le charme de la ville aussi à travers cet ouvrage? Tout à fait. On se déplacera sur la Castellana, sur la Plaza Mayor, à travers la lecture de cet ouvrage. Et c'est l'occasion ici aussi de remercier chaleureusement Bartolomé Benassar pour tout ce qu'il a apporté au public français à propos de la connaissance justement de l'histoire espagnole. Alors, le deuxième livre dont vous avez envie de parler aujourd'hui, Philippe Conrad, c'est le livre de Christopher Clark, Les Somnambules. Oui. C'est un livre fondamental, semble-t-il. Un livre publié par les éditions Flammarion, qui a été rédigé par un historien anglo-saxon, qui est professeur d'origine australienne, mais qui est professeur en Angleterre, et qui nous propose une relecture extrêmement stimulante des origines de la Première Guerre mondiale. On a vécu longtemps en France, surtout le travail considérable d'ailleurs réalisé par un historien tel que Pierre Renouvin dès l'époque des années 1930. Celui-ci et ses disciples ont bien fait la distinction entre ce qu'ils appelaient les forces profondes, les conditions générales qui ont permis la guerre, et puis la crise qui, à partir de l'attentat de Sarajevo, a conduit à l'embrasement de l'été de 1914. Tout ce travail reste évidemment tout à fait intéressant, tout à fait fondamental, mais Christopher Clark amène incontestablement des éléments nouveaux qu'il est tout à fait intéressant de mettre en lumière. Oui, on est un peu prisonnier d'une vision primaire qui place les causes de la Première Guerre mondiale dans l'affrontement, j'allais dire millénaire, pas tout à fait, mais presque, entre la France et l'Allemagne. Là, on est très au-delà de cette lecture. On n'a pas une lecture totalement déterministe, on a au contraire une lecture qui redonne sa place à l'individu et qui les redonne leur place aux personnalités historiques.
aux acteurs historiques. Oui, ce que vous dites, Jean-Pierre Thurberg, à propos de l'antagonisme franco-allemand, je crois qu'il est bon aujourd'hui de relativiser cette dimension-là. Il est tout à fait naturel que pour les générations qui ont connu cette époque, les générations de la revanche, après la défaite de 70, les générations qui ont connu les épreuves des Première et Seconde Guerres mondiales, c'est évidemment l'élément qui vient immédiatement à l'esprit. Avec le recul dont nous disposons aujourd'hui, on voit bien qu'il convient de nuancer quelque peu cette vision des choses. Certes, il y avait en France un esprit de revanche, mais pour autant, il apparaît clairement que les Français, s'ils n'oublient pas l'Alsace-Lorraine, bien entendu, ne sont pas forcément prêts à faire la guerre pour la récupérer. Il y a eu de très nombreuses études réalisées ces dernières années, ou ces 30 dernières années en gros, qui montrent bien que ce qu'on pourrait appeler le lobby de la revanche, il existe bien sûr en France, il est très actif, il a une réelle influence, il a des relais qui se sont progressivement établis, notamment à travers l'enseignement, à travers l'image que l'on a du voisin allemand, mais les choses ne sont pas aussi simples. Il y a aussi des périodes durant la séquence qui va de 1871 à 1914, des périodes de rapprochement, ou tout du moins d'apaisement très évident entre les deux pays. On le constate par exemple à l'époque de Jules Ferry, au début des années 1880. On le constate, ça peut paraître surprenant, à l'époque du grand ministère Clémenceau de 1906 à 1909, où un incident, une crise marocaine de plus a été réglée finalement sans grande difficulté. Beaucoup de gens en France, y compris dans la classe politique, je pense à des hommes comme Joseph Caillaux qui va réussir à régler la crise d'Agadir en 1911, beaucoup de gens dans la classe politique, dans les élites dirigeantes, peut-on dire, considèrent qu'il est urgent d'attendre, que certes il ne convient pas d'oublier la perte des provinces perdues, mais qu'au bout du compte tout cela ne vaut pas forcément une guerre. Hein. Il faut rappeler que les 15 députés qui ont été envoyés à l'Assemblée de Bordeaux lors des élections de 1871 par les départements concernés étaient unanimes pour refuser l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Mais les choses ont évolué certainement au fil du temps. Hein, la prospérité économique que connaît le Reichsland, ensuite le changement de statut qui intervient quelques années avant la Première Guerre mondiale, ont fait qu'une partie de l'opinion alsacienne-lorraine finalement accepte son sort. De plus, il faut la radicalisation du propos laïque parisien qui dresse les... Il faut signaler que la politique anticléricale du Petit Père-Combe, les expulsions des congrégations, la séparation de l'Église et de l'État ont profondément choqué les populations concernées. On s'en rendra compte d'ailleurs au-delà de la Première Guerre mondiale, quand en 1924 le cartel des gauches voudra instaurer en Alsace-Lorraine le statut de séparation, et bien les départements concernés se mobiliseront très fort pour conserver leur statut concordataire qu'ils conservent encore aujourd'hui, qu'ils ont encore aujourd'hui. Donc les choses ne sont pas aussi simples que pourrait nous le laisser penser la vision image d'Épinal d'une France revancharde jusqu'au bout. On l'a dit, le lobby de la revanche est certes influent, mais cela ne veut pas dire pour autant que l'opinion française est prête à partir faire la guerre pour l'Alsace-Lorraine. Donc la guerre n'était pas inéluctable. On peut considérer que la guerre n'était pas inéluctable. C'est toujours difficile de refaire l'histoire. On risque de tomber dans une uchronie un petit peu folle. Mais Christopher Clark nous montre justement qu'à l'été 1914, les choses n'étaient pas forcément acquises. Et surtout, il revient assez loin en amont, n'est-ce pas ? Il y a un certain nombre de données générales que l'on a avancées pour expliquer la guerre. Vous avez évoqué, Jean-Pierre Thurberg, justement l'antagonisme franco-allemand. Il y a d'autres éléments. Causes économiques, des rivalités économiques, les rivalités coloniales. La rivalité économique, la cité londonienne, les hommes d'affaires londoniens, Edward Grey explique qu'il les reçoit pleurant pour que l'on maintienne la paix et pour que l'Angleterre ne s'embarque pas dans une affaire qui se lance à travers une crise balkanique supplémentaire. La rivalité coloniale, contrairement à ce que pensait Lénine avec son impérialisme, stade suprême du capitalisme,
toutes les questions coloniales étaient de fait réglées en 1914. Elles avaient pu créer des phénomènes, des passages, des époques de tension entre les grandes puissances, mais cette question-là a été réglée. Et les éléments de coopération entre les puissances pour la mise en valeur du monde, en fait, à l'époque, étaient beaucoup plus importants que les rivalités qui opposaient les uns et les autres dans la compétition proprement territoriale. Alors, évidemment, il y a d'autres raisons qui ont pu intervenir. Justement, cette fameuse poudrière balkanique. Oui, oui. Alors, tout le monde connaît l'assassinat de Sarajevo, bien sûr, en 1914, mais n'y a-t-il pas eu un autre assassinat bien avant, en 1903, beaucoup moins connu, qui a 11 ans plus commencé tôt, les choses. En 1903, et il est révélateur et significatif que Christopher Clark ouvre son ouvrage sur cet épisode-là. Les choses se passent à Belgrade. Vous avez un commando, on peut dire, d'officiers et de militaires nationalistes serbes qui vont assassiner le roi Aleksandar Obrenović et son épouse de Draga, dans des conditions d'ailleurs assez violentes, qui vont scandaliser l'Europe à l'époque. C'était une bombe? Non, ils sont rentrés dans le palais, ils ont cherché le roi qui s'était caché dans ses appartements, ils vont le trouver, on va le massacrer, jeter le cadavre de la reine par la fenêtre, etc. L'Europe a été très impressionnée, très défavorablement impressionnée par cette affaire-là. Ça explique notamment l'antipathie que les Serbes suscitaient en Angleterre, même au moment de la crise de juillet 1914. Et ça a une signification, cet assassinat, parce que les Obrenović étaient plutôt favorables au compromis avec l'Empire austro-hongrois, alors que Karageorgiević, lié à la Russie et à la France, le roi Pierre Karageorgiević avait servi durant la guerre de 70, il avait été élève de Saint-Cyr, et bien ceux-là sont beaucoup plus proches de l'entente, ou de ce qui deviendra bientôt l'entente. De plus, le chef du commando, Dimitrijević, c'est lui qui sera ensuite le chef des services militaires serbes, et c'est lui qui sera le chef aussi de la Main Noire, cette organisation nationaliste secrète qui est liée, même si c'est indirectement, à l'attentat de Sarajevo, à l'assassinat de Sarajevo. Donc, tout démarre dans les Balkans, une région, on le sait, explosive depuis longtemps, mais les choses vont se confirmer en 1908 avec l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche, alors qu'elle n'en avait que l'administration provisoire depuis 30 ans. Ensuite, il y a deux guerres balkaniques, en 1912 et 1913, contre les Turcs, la première, et les vainqueurs des Turcs ensuite vont se déchirer en 1913, les Bulgares font l'unité contre eux. Tout cela, évidemment, ça a été un élément décisif parce qu'il y a une puissance qui surveille de très près tout ce qui se passe dans les Balkans, bien sûr, c'est la Russie. La Russie qui a été contenue en Extrême-Orient par la victoire du Japon en 1905, la Russie qui est contenue en Perse et aux portes de l'Inde par l'accord qu'elle a conclu avec l'Angleterre en 1907 et qui veut relancer sa politique balkanique parce que son objectif, évidemment, ce sont les détroits et l'accès à la mer libre. Il y a donc un arrière-fond géopolitique qui prélude à la crise, qui est parfaitement mis en lumière par Christopher Clark. Donc c'est un livre que vous recommandez. Oui. Je rappelle que c'est publié chez Flammarion, Les Somnambules de Christopher Clark. Et en cette période où il y a tellement de livres sur 1914, oui. C'est un livre important. Je crois que c'est un livre fondamental et qui peut ouvrir beaucoup de débats et qui réhabilite dans une large mesure le rôle des individus, le rôle des acteurs, en s'attachant à leur biographie, en essayant d'analyser ce qu'est leur psychologie, leur vision des choses, leur représentation du rôle de leur pays. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments nouveaux parce qu'on a vécu très longtemps en s'en remettant, en se rapportant simplement à des déterminismes échappant à la volonté des individus. Eh bien, c'est un livre-là qui rétablit un équilibre qui me paraît tout à fait utile et qui remporte un très grand succès dans les pays anglo-saxons, en France aussi, également en Allemagne, où on découvre un nouvel intérêt pour la Première Guerre mondiale qui avait été complètement zappé des esprits pendant très longtemps. Donc c'était le choix du jour, Les Somnambules, Christopher Clark. Nous nous retrouvons après une courte pause. Alors nous poursuivons notre émission en abordant maintenant notre rubrique La petite histoire dans la grande histoire. Catherine Gourin, au cours de l'émission précédente, vous nous avez raconté l'arrestation de Mata Hari. Mais qui est ce personnage? D'où vient-elle, cette espionne sulfureuse? Eh bien, elle vient de la Frise néerlandaise.
Et on peut dire que c'est une province tranquille à la fin du XIXe siècle, pour pas dire un peu morte, hein, il ne se passe pas grand-chose. Elle est née à Leeuwarden, c'est une bourgade prospère. Elle est d'une famille honorable. Son père s'appelle Adam Zell et il est chapelier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un des notables de la ville. Il a une belle boutique avec. Il fait de la pub. On a de la publicité. On voit qu'il vend des casquettes, des chapeaux qu'il fait sur mesure, des médailles, des parapluies, des articles de fantaisie. Et cet Adam Zell a une particularité, c'est que, outre d'être chapelier, il est mythomane. Donc il va se faire appeler le baron Zell. Tout ça parce qu'à l'occasion de la visite du roi Georges III d'Orange, qui est un homme intéressant d'ailleurs, il faudrait avoir le temps de revenir sur ce personnage-là, il était à cheval, Adam Zell, et il portait la bannière des notables de la ville. Et ça lui a tellement plu qu'il s'est fait portraiturer dans ce bel équipage. Alors, il va épouser une frisonne typique, c'est-à-dire blonde, aux yeux bleus, la peau rose et totalement sans intérêt. Elle va d'ailleurs mourir très vite en laissant peu de souvenirs, si ce n'est que ça a été la mère de Mata Hari. Mata Hari va naître dans cette famille le 7 août 1876, adulé par son père, qui est absolument fasciné par cette petite fille qui est d'abord très grande. N'oublions pas que Mata Hari va faire 1,76 m, ce qui est beaucoup pour l'époque, qui est extrêmement brune, avec des yeux très noirs, dans un environnement où tout le monde est blond, à la peau rose, avec les yeux bleus. Donc déjà, c'est le joli petit canard, si j'ose dire. Et il y aura 3 petits frères qui vont être aussi peu importants que la mère, et dont il ne sera plus jamais question non plus. Alors, Adam Zell emmène sa petite fille partout, lui passe absolument tous ses caprices, et la petite apprend qu'on peut mentir si c'est pour la bonne cause, pour avoir l'air, ma foi, plus intéressante, plus chic, de meilleure famille. Elle est fille de baron, après tout. Pour ses 6 ans, le père cède à un de ses caprices et lui fait un cadeau absolument invraisemblable. C'est une petite calèche tirée par 4 chèvres. Alors, vous imaginez dans 1880, dans les rues de Leeuwarden, une charrette avec capitonnée, très jolie, avec 4 chèvres et la petite dedans, c'est certain qu'elle se fait remarquer et elle se fait beaucoup d'ennemis. Alors ça va se gâter quand le père va faire faillite, et ça va être assez dramatique. La future Mata Hari, qu'on appelle d'ailleurs, il s'appelle Margaretha Gertruda, et tout le monde l'appelle Margrethe, elle est dans une très très bonne école où elle va apprendre le piano, 4 ou 5 langues, à écrire. Elle aura toute sa vie une très belle écriture, elle aura une bonne éducation. Mais avec la faillite du père à l'adolescence, c'est terminé. On la retire de cette école et ça se passe très mal. Elle est humiliée devant la ville entière. Le père va faire des affaires de plus en plus épouvantables. La mère, la seule fois, va dire non à son mari, c'est qu'elle va refuser de donner ce qu'il reste de sa dot. Ça va conduire à une séparation du couple. Et je vous dis, dans la foulée, la mère meurt 3 mois après, dans l'indifférence générale. Mais il reste 4 petits orphelins qu'il va quand même falloir caser. Alors les petits garçons sont mis, je ne sais pas où, dans la famille un peu éloignée, et reste cette jeune fille de 13 ans, assez encombrante, qui sera élevée par son parrain, qui est un type bien, qui ne sait pas trop quoi en faire. Qu'est-ce qu'on fait d'une orpheline pauvre ? Eh bien, il se dit, elle sera institutrice. C'était quand même vraiment mal la connaître. Donc, on la met dans une sorte d'école normale. Elle y va en traînant les pieds, vous imaginez. Et ça ne va pas durer très longtemps parce que le directeur de l'école normale, qui répond au doux nom, attendez, là, je prends mes notes parce qu'il faut, et je prends mon élan surtout, Vibrandas Arenstra. Je le ferai qu'une fois, hein, ça c'est sûr. Il tombe amoureux, fou de cette gamine qui est irrésistible et ça va très très mal se passer. Il va laisser son honneur, sa place et elle, on la retire. Elle ne sera pas institutrice, c'est sûr. Elle retourne chez son parrain, puis chez un oncle. Et qu'est-ce qu'elle fait toute la journée ? Elle n'a rien à faire. Elle attend le mariage et elle décide de faire un beau mariage. Comme elle est très belle, tous les espoirs sont permis. Elle va lire une petite annonce dans le journal local, rédigée comme ça, officier
en permission revenant des Indes néerlandaises, désirerait rencontrer, vu mariage, une jeune fille au caractère agréable. Il va être servi pour le caractère agréable. Moi, je vous dis, il va être servi. En fait, c'est même pas lui qui a écrit cette petite annonce. C'est un de ses amis qui s'est dit « Oh là là, mon ami Rudolf MacLeod, le capitaine MacLeod, puisque c'est de lui dont il s'agit, tourne mal. Il boit trop, il va voir les filles, il est tout le temps déprimé, il n'arrête pas de râler et d'être de très mauvaise humeur, on va le marier. » Donc sans lui dire, il met cette petite annonce dans le journal local. L'autre foudrage quand il reçoit 15 lettres de donzelles qui sont intéressées par ce profil d'un officier, ma foi, cherchant le mariage. Il refuse de les ouvrir, mais il va quand même en ouvrir une. Celle de la future Mata Hari, tout simplement parce qu'il y a une photo dedans. Et sur cette photo, elle est sublimement belle. Et le ton est élégant, l'écriture est raffinée. Bref, il est contre le mariage, mais là, il craque et il va rencontrer Magritte. Il va la rencontrer et être tellement content de cette rencontre que 6 jours plus tard, ce seront les fiançailles. Ils n'ont pas perdu de temps. Et dans la foulée des fiançailles, la nuit de noces anticipée. Alors on sait tout cela dans les détails les plus intimes que je vous épargnerai aujourd'hui, parce qu'elle écrivait beaucoup. Et Rudolf MacLeod gardait absolument toutes ses lettres. C'était un maniaque de la correspondance. Il écrivait parfois des lettres de 48 pages dont il faisait une copie pour lui. Donc on a absolument tout là-dessus. Et elle lui écrit des choses mais invraisemblables, disant « Mon petit mari, quand tu reviens, tu fais ce que tu veux avec moi, etc. etc. » Ils vont se marier assez vite, au mois de juillet suivant, là, c'est-à-dire 2-3 mois après leur rencontre. Alors, qui est-il, ce Rudolf MacLeod? C'est un nom écossais. Bon, on pense tout de suite officier de l'armée des Indes, mais non, c'est pas l'officier de l'armée des Indes britannique, c'est moins prestigieux que ça, c'est l'armée des Indes néerlandaise. Il a une quarantaine d'années, il est assez bel homme, ma foi. Bon, il a une petite calvitie, un petit bedon, l'œuf colonial, 17 ans de campagne dans des coins humides, chauds et malsains, où il a pris la mauvaise habitude de boire trop, il est alcoolique, disons-le, et surtout, il a pris l'habitude d'aller voir les filles, les indigènes, et il va continuer, même une fois marié, ce qui posera évidemment quelques problèmes. Il a un caractère rugueux, disent ses amis, c'est-à-dire absolument épouvantable. Et puis en plus, il est malade, parce qu'il a rapporté de là-bas du paludisme, il a du diabète, il a des rhumatismes articulaires. C'est un tamalou, quoi. Il a tout le temps quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, plusieurs fois, ses projets vont être arrêtés parce qu'il est malade. Mais enfin, il est sous le charme de cette jeune femme. Alors, au mariage, la future Mata Hari avait dit à son fiancé « Je suis orpheline », parce que ça faisait beaucoup plus chic que de dire « Mon père est quelque part dans la nature ayant fait faillite ». Malheureusement, elle est mineure, donc il va falloir la signature du papa. Donc elle doit ressusciter le papa juste pour 1 heure, le temps qu'il signe. Il ne sera même pas invité au repas de mariage. Après ça, ils partent en voyage de noces à Wiesbaden, dans un bel hôtel. Wiesbaden, une ville d'eau où il y a beaucoup de beaux officiers, plus beaux que Rudolf MacLeod. Et elle va avoir un succès fou. Simplement, elle est en voyage de noces. Et le mari commence à s'énerver et lui fait scène sur scène, menace de duel, les officiers qui tournent autour de sa jeune femme, qui, elle, comprend qu'elle a un pouvoir sur les hommes qui est phénoménal. Et elle ne va pas l'oublier, bien évidemment. Ils reviennent en Hollande et là, ça se gâte carrément parce qu'ils n'ont pas d'appartement. Ils vivent chez la grande sœur de MacLeod. Alors déjà, MacLeod, c'était pas très facile, mais alors la grande sœur, elle n'était pas du tout dans le genre de la future Mata Hari. Ça, pas du tout, du tout. Donc ça se passe très mal. Magritte s'ennuie. Heureusement, elle va avoir un bébé, un petit garçon qui s'appelle Norman John. Et surtout, elle espère qu'ils vont enfin partir dans les Indes néerlandaises. Et enfin, quand le bébé a 3 mois, ils embarquent sur le Princess Amelia. Et là, on voit sur la photo qu'elle est absolument radieuse. L'avenir lui appartient. La suite au prochain numéro. Merci Catherine pour cette évocation de Mata Hari. Nous la retrouverons
lors de notre prochaine émission. Nous nous retrouvons, chers téléspectateurs, dans un instant après une petite interruption. Voici venu le temps, chers téléspectateurs, de la troisième partie de notre émission. Elle sera consacrée à l'enseignement de l'histoire et c'est la raison pour laquelle nous avons invité parmi nous Jean-Pierre Maugendre qui a édité récemment un manuel d'histoire de France qui faisait défaut, bien sûr, et qui permettra aux parents de procurer à leurs enfants un outil de lecture, de réflexion, d'apprentissage particulièrement utile. Alors cet enseignement de l'histoire, il faut bien dire que la France, sur ce terrain, pendant longtemps, a été privilégiée. Au XIXe siècle, les républicains victorieux, au tournant des années 1880, ont voulu créer une histoire de France qui allait être en quelque sorte le socle idéologique sur lequel il s'agissait de bâtir la nation. Et ils ont eu l'intelligence, il faut bien le dire, de ne pas faire démarrer l'histoire de France à la Révolution française, qu'ils considéraient pourtant comme un événement fondateur. Ils ont récupéré les 40 rois qui en 1000 ans firent la France, et cela a fait que pendant plusieurs générations, les petits Français, pendant au moins 3 ou 4 générations, ont eu une connaissance tout à fait remarquable du passé de leur pays. Alors c'était une histoire évidemment qui était à l'image du Petit Lavis, l'ouvrage fondateur en ce domaine, une histoire qui se présentait comme un récit, souvent un récit épique, qui mettait en scène Roland à Roncevaux, Saint-Louis sous son chêne, du Guesclin contre les Anglais et le bon roi Henri IV. Mais tous ces éléments-là faisaient que les gens qui ont reçu à cette époque un enseignement primaire, eh bien, ils disposaient de tous les points de repère essentiels qui leur permettaient de s'y retrouver dans la chronologie, élément tout à fait décisif pour appréhender le passé et pour la construction d'une mémoire collective. Au-delà de cet enseignement primaire qui a permis ainsi à toute une partie de la population de bénéficier d'une culture historique, je le répète, d'un niveau tout à fait remarquable, qui explique ensuite d'ailleurs le succès rencontré par les revues d'histoire, par les émissions télévisées des années 60, par exemple. Alain Decaux, André Castelot, Jean-François Chiappe, Philippe Erlanger, tous ces gens-là, effectivement. À côté de cette formation de base, en quelque sorte, il faut rappeler aussi que l'enseignement secondaire, à cette époque-là, c'était l'époque du légendaire Mallet-Isaac, et on ne se souvient plus de certaines autres collections qui étaient encore plus ambitieuses quant au volume de connaissances transmises, je pense notamment à la collection Ubi. Eh bien, l'enseignement secondaire faisait en sorte que des élèves arrivant au niveau des 2 baccalauréats, eh bien, avaient une connaissance non plus seulement de l'histoire de France, mais de l'histoire en général, qui était d'un niveau largement supérieur à ce que l'on attend aujourd'hui d'étudiants en histoire qui sont dans l'enseignement supérieur. Certains manuels, d'ailleurs, de cette époque leur seraient souvent extrêmement utiles. Alors, ce bilan-là était tout à fait satisfaisant. Les choses ont commencé à mal tourner, si l'on peut dire, au tournant des années 1970. La réforme Haby, le collège unique, les illusions selon lesquelles il suffisait de faire passer dans l'enseignement secondaire les acquis de la nouvelle histoire, de l'histoire quantitative, de l'histoire de la longue durée, d'une histoire qui refusait l'événement, qui contestait la validité de l'histoire bataille, etc. Tout cela a créé une confusion totale. On a voulu aborder l'histoire à travers un certain nombre d'approches thématiques qui faisaient fi des références chronologiques. Le résultat, au bout du compte, eh bien, on a désespéré les parents, les grands-parents, quand on constatait les lacunes ou les erreurs monumentales des pauvres enfants qui étaient passés par le moule de l'enseignement public. C'est l'équivalent de la méthode globale voilà, en lecture. Tout à fait. On a eu droit à la méthode globale, on a eu droit aux maths modernes, voilà. Eh bien, on a eu droit à la nouvelle histoire qui a parfaitement sa légitimité au niveau de la recherche, évidemment. Tout le travail réalisé par l'École des Annales n'est pas à mettre en question, il a été tout à fait utile. Il ne peut absolument pas rendre compte à lui tout seul de ce qu'est la réalité de l'histoire, mais en tout cas, la volonté de le transmettre, de le faire passer au niveau du secondaire, il est évident que ce fut un échec total. Et le bilan, eh bien, il faut bien le dire, plutôt catastrophique aujourd'hui, quand on constate les lacunes, les ignorances qui se sont accumulées, quand on constate la baisse absolument vertigineuse des exigences des
professeurs ou de l'enseignement public quant aux connaissances qui doivent être acquises. Et si l'on ajoute à cela, nous y reviendrons tout à l'heure, la volonté d'en finir avec une certaine histoire de France, avec une certaine histoire nationale. On sait que maintenant, il est question d'enseigner l'histoire du Monomotapa, du Mali ou de la Chine des Han, alors que l'on oublie Clovis et Louis XIV. Bon, voilà donc le bilan. Et mais nous avons dans cette l'antidote. situation, ben voilà, il y a du nouveau. Nous avons de l'antidote grâce à Jean-Pierre Maujambe et ce fantastique petit livre. Alors, amis téléspectateurs, ça vaut 25 € et vraiment, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire ces temps-ci. Parce que pour vos enfants, vos petits-enfants, vous aurez là le condensé de l'histoire de France, je dis bien de France, mais c'est la colonne vertébrale pour aller après vers l'Europe, vers le monde. On commence au temps préhistorique, l'homme de Tautavel, le plus vieux des Français, je ne sais pas si on peut me voir à l'image, et on termine, je crois, aux années Sarkozy. Aujourd'hui, on va sur carrément. l'édition que vous avez en main, on va jusqu'à l'élection de François Hollande, donc l'année dernière. On a intitulé donc un dernier chapitre, La France en crise, dans lequel on cherche un petit peu à poser les difficultés que doit surmonter la France aujourd'hui. Un titre qui résume tout. Tout à fait. Et je voudrais signaler aussi le nombre des illustrations. Et c'est un livre vraiment bien fait, très utile, avec des résumés, avec des encadrés avec les dates. Alors je ne sais pas ce qu'en pense l'autre éditeur sur le plateau aujourd'hui. Les avocats ont coutume de dire que la confraternité, c'est la haine vigilante. Je vais faire mentir les avocats. Non seulement je ne suis pas du tout jaloux du résultat obtenu par Jean-Pierre Maujambe, mais je trouve que c'est une leçon magnifique. Il a su pressentir le besoin. Philippe Conrad nous a expliqué en quoi les jeunes générations, leurs parents et leurs grands-parents avaient besoin d'un référentiel qui leur permettrait d'acquérir des choses qu'ils ne connaissent pas. 2, il a pressenti que la jeunesse d'aujourd'hui ne s'aborde pas comme celle de notre jeunesse. Donc le livre est organisé avec des niveaux de lecture très différents. Il y a un système d'index qui permet de savoir où on se situe, il y a des résumés, il y a des images qui sont absolument merveilleuses. Je voudrais le féliciter aussi parce que quand on sait le prix à payer pour reproduire des images, on mesure l'effort qui a été fait. La moindre photo aujourd'hui, vous payez 200 ou 300 € de droits de reproduction. Je crois que ce livre en est à la 4e édition ou à la 5e édition. C'est donc un investissement fort qui a été fait sur l'image, mais je crois que le résultat est évident. L'image permet tout de suite d'entrer de plein pied. Alors, avant d'oublier, je voudrais dire qu'on trouve ce livre dans les librairies, bien sûr, mais également sur renaissancecatholique.org. Voilà, pour un achat par Internet. Achat par Internet, qui est peut-être le plus facile aussi. 25 €, vraiment. Voilà, le dernier paramètre de l'équation gagnante, c'est celui-là, c'est d'avoir suffisamment confiance dans le livre qu'on met sur le marché pour lui donner d'emblée un prix qui le rende attractif. Et 25 €, c'était pile poil le prix que tout le monde est prêt à mettre pour un ouvrage de cette qualité. Donc bravo, confrères. Merci beaucoup. Je voulais signaler également l'importance des cartes, la place qui a été laissée aux cartes, ce qui me paraît extrêmement important. Et là aussi, on connaît le prix d'une carte, parce que c'est de l'artisanat, même si l'informatique aide aujourd'hui, le prix d'une carte est quelque chose qui fait souvent fuir les éditeurs, moi le premier. Bravo. Nous avons investi. Alors, il y a un point qui me paraît intéressant de soulever également, en ce qui concerne la qualité de l'illustration, la qualité technique, mais également la sélection des illustrations, le choix des illustrations. Je crois que ce choix a obéi à un certain nombre de priorités, selon vous, qui sont lesquelles? Oui, je crois que les priorités que nous avons eues sur le choix des illustrations, il y en a eu 3. La première priorité, c'était d'essayer de faire un lien entre l'histoire et ce que l'élève, mais aussi l'adulte, était susceptible de rencontrer, par exemple, dans des musées. Donc il y a eu vraiment un choix de mettre en avant des œuvres connues. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix qui a été fait aussi, et là on est totalement à rebours de l'école des Annales, mais vous l'avez bien évoqué, on peut faire le lien avec le livre que vous évoquiez tout à l'heure sur la Première Guerre mondiale, c'est l'histoire, elle est faite par des hommes. Bon, et une des thématiques essentielles de l'école des Annales, c'est de dire mais non, les hommes ne font pas l'histoire, ce qui fait l'histoire, c'est la variation du cours du blé, c'est l'évolution démographique, etc. Donc nous avons fait le choix iconographique de mettre le plus grand nombre possible
de personnages historiques dont l'image est amenée à être transmise. Il y a le fameux portrait de François Ier, des portraits de Napoléon, des représentations de Saint-Louis, etc. Je crois qu'il y a vraiment cette volonté d'incarner notre histoire au travers des personnages qui l'ont bâtie. Et puis le troisième volonté qui a été la nôtre aussi, c'est au-delà de cet aspect muséographique, de cet aspect de personnages célèbres, de faire connaître notre pays. Puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est une particularité de l'histoire de France, c'est d'être associé à la géographie. À ma connaissance, il y a un seul pays au monde où ça se fait encore, ça, c'est le Japon. Bon. Mais cette histoire associée à la géographie, c'est l'école de la Wyss, eh bien, qui montre que l'histoire de France, elle s'incarne dans une réalité, elle s'incarne dans une terre qui a été façonnée par nos aïeux, et nous avons eu ce souci aussi en représentant des monuments, des châteaux forts, mais aussi des paysages, eh bien, de montrer que nous sommes les héritiers d'un patrimoine qui nous dépasse. Voilà, donc 3 aspects dans la recherche iconographique, avec la volonté, ça a été gentiment évoqué tout à l'heure par Jean-Pierre Thurberg, c'est que nous avons fait le choix d'investir, le choix de faire de la qualité, en partant du principe que la première chose que l'on demande à la vérité, si on veut la transmettre, c'est de ne pas être ennuyeuse. Voilà, nous avons cherché à faire quelque chose d'attrayant, qui soit adapté aux jeunes et aux moins jeunes de la civilisation de l'image. Vous nous avez rappelé là, de manière indirecte, qu'une nation, c'est un sang, ce sont des hommes, c'est un sol, un paysage, c'est une mémoire aussi. Et c'est la combinaison de tout cela qui constitue une identité, et notamment une identité nationale. Et la lecture de cet ouvrage, le fait de feuilleter ces pages, eh bien, tout cela contribue à ce que s'établisse cette conscience identitaire qui est tellement menacée aujourd'hui. Parce que si vous avez fait, si vous avez mis en œuvre ce projet de manuel d'histoire, projet auquel j'ai eu l'honneur de participer. Ah oui, j'ai oublié de dire que Philippe Conrad a fait une préface ainsi que Jacques Herse. Voilà. Et il y avait des raisons conjoncturelles bien précises qui vous ont conduit à cela. J'ai évoqué tout à l'heure la crise de l'enseignement de l'histoire, mais cela va bien au-delà, en fait. Alors, je crois que ce que vous venez d'évoquer très largement, on peut le concrétiser dans 2 approches. Une première approche concerne, bien évidemment, les programmes d'histoire. Puisque les programmes d'histoire, donc très rapidement, dans la classe de 6e, on étudie le monde antique, et puis on va jusqu'au début du Moyen-Âge. C'est-à-dire on est sur une période de 4000 années, que l'on étudie en une année, donc on a quand même un champ extrêmement vaste, qui est encore complexifié par le fait que sur cette antiquité, on doit étudier un empire, donc soit l'Égypte, soit la Mésopotamie, et ensuite on a le choix d'étudier un empire chrétien, donc soit l'empire carolingien, soit l'empire byzantin, et puis un empire lointain, soit la Chine des Han, soit l'Inde des Gupta. Bon, vous imaginez bien que pour des enfants de 11 ans, on couvre 4000 années en une année et on sillonne la planète, quoi. Ça ne peut être que source de grande confusion. Donc le programme de 6e. Le programme de 5e, lui, il couvre la période du Moyen-Âge au temps moderne et interviennent, c'est un des leitmotifs de ces nouveaux programmes, en particulier l'étude d'empires africains. Alors là, il y a 4 empires africains, le Ghana, l'empire Songhai, le Mali ou l'empire Monomotapa. Il y a le choix entre un des 4 empires. Il faut quand même savoir que l'étude de cet empire africain prend le même temps que la partie consacrée à l'Occident médiéval. Voilà, c'est-à-dire l'empire du Monopotapa a le même poids que l'étude de l'Occident médiéval, ce qui est quand même un petit peu surprenant. On peut également noter aussi par rapport à ce programme que le règne de Louis XIV intervient à la fin du programme. L'expérience montre que dans des classes où on passe la moitié de son temps à faire de la discipline, comme c'est le seul moment de la scolarité dans le secondaire où Louis XIV va être étudié, un grand nombre d'élèves n'entendront pas parler de Louis XIV de toute leur scolarité du secondaire. Par contre, ils sont absolument incollables sur le... Comment vous dites le mono... L'empire du Monomotapa. Je ne crois pas qu'il soit du tout incollable sur le Monomotapa. Incollable. Donc 6e, 5e, 4e,
Le programme de 4e, c'est de la philosophie des Lumières à l'âge industriel. On peut revenir sur l'Empire Monomotapa, puisqu'il est traité, dans le programme, c'est prévu, des traites négrières, puisque je rappelle que tous les empires africains dont on a parlé sont tous des empires esclavagistes. Les traites négrières au moment de la philosophie des Lumières, la Renaissance, etc. Donc c'est l'occasion de remettre le couvert. Et avec aussi, dans le programme officiel, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a tétanisé quand j'ai travaillé sur le sujet. À propos de la Révolution française, on a cette thématique, puisqu'on rentre dans les thèmes transversaux que Philippe Conrad évoquait tout à l'heure, l'invention de la vie politique. C'est-à-dire que dans le programme officiel, au moment de la Révolution, c'est l'invention de la vie politique. On a un pays qui existe depuis quasiment 15 siècles, il ne s'est rien passé. Et il ne s'est rien passé. Il n'y a pas de vie politique. Voilà. L'invention de la vie politique, c'est confondre les élections avec la vie politique. C'est ne pas pouvoir comprendre qu'il peut exister une vie politique sans élection. Et encore, je suis un petit peu rapide, parce que des élections dans la France d'Ancien Régime, il en existait, puisqu'il y avait les États généraux, les gens étaient élus. Les assemblées de Aux paroisse. États généraux, il y avait les assemblées de paroisse, etc. Et puis notre dernière partie du programme, donc pour boucler le collège, c'est le programme de 3e qui nous mène de 1914 à l'an 2000. Voilà. Donc un programme qui est à chaque fois extrêmement vaste, qui sera complété donc en seconde, première et terminale pour ceux qui iront jusqu'au lycée. Donc en seconde, l'histoire des Européens dans celle du monde, de l'Antiquité au XIXe siècle. Alors là aussi, vous faites 4 ou 5 000 ans sur une année, c'est pas ça qui va vous fixer les idées. En première, 1850-1945 et en terminale, 1945 à nos jours. Avec la problématique qui est posée sur le programme de terminale, c'est que 1945 à nos jours, on est quand même sur de l'actualité plus que sur de l'histoire, on n'a pas tellement le recul, et que c'est une classe où il y a un examen. Oui. C'est-à-dire que voilà, on risque de se trouver sur des sujets un peu difficiles. Et donc, nous, notre manuel d'histoire, il est par rapport à ça, il est transversal, c'est-à-dire il ne prend pas le programme d'une année, c'est l'histoire de France. Voilà. C'est la colonne vertébrale de l'histoire. Jean-Pierre Thurbert. Vous nous avez apporté effectivement la liste officielle provenance éducation nationale des choses que les élèves doivent assimiler à l'école primaire, puis au collège, puis au lycée. C'est absolument consternant. C'est en fin de 3e, je crois. C'est en fin de 3e, tout à fait. C'est à la fin du collège. Les connaissances attendues à la fin du collège. L'école primaire figurant en italique, on est absolument effaré de voir ça. Mais je ne pense pas que ça soit en train de s'arranger. Enfin, si on regarde les fameuses 44 propositions dont on nous parle beaucoup en ce moment, là, l'émission de Philippe Conrad s'appelle joliment Passé-Présent, et je crois que le passé est très présent dans notre actualité. Si on regarde ces fameux 44 points, on voit des choses qui rappellent ce que nous disions la dernière fois sur les guerres de 14 et qui ont de quoi nous inquiéter encore un petit peu plus pour l'avenir. Par exemple, mesure 33 sur ces fameux 44 points, qui, souvenez-vous, n'étaient que des suggestions qui n'engageaient absolument pas le gouvernement, qui devaient être remisées dans un tiroir. Oui, mais on se méfie quand même. Oui, l'expérience prouve qu'effectivement, ce qui est dans les tiroirs ne demande qu'à ressortir, ça ressort. Si on prend par exemple la mesure 33, mesure 33, saisir l'occasion des commémorations des 2 guerres mondiales pour valoriser la contribution des soldats issus de l'immigration et des Outre-mer. Ça rejoint exactement ce que nous disions la dernière fois, Philippe, c'est-à-dire qu'on va bientôt totalement oublier les 1 350 000 victimes de la Grande Guerre, pour ne plus parler que des 80 000 victimes issues des colonies, puis, auxquelles il faut rendre hommage aussi, bien sûr. Un hommage proportionné. Exactement. Alors, une autre mesure mesure 34, mettre en valeur les figures de l'histoire issues de l'immigration. On imagine ce que va être le problème de ceux parmi nos gouvernants qui vont être chargés de décider de l'identité du prochain occupant du Panthéon. Quand on aura fait la part des quotas de ceci, des quotas de cela, qu'on aura pris une femme parce qu'il n'y en a pas suffisamment. On parle beaucoup d'une femme. Quand on aura pris en compte l'importance des figures issues de l'immigration, en fait, c'est mission impossible. Enfin, on arrive dans un système de fou. Je dois dire que les héros oubliés de l'histoire de France, alors, moi, quand j'entends parler des héros oubliés de l'histoire de France, j'ai tendance à penser que ce sont les Clovis, les Louis XIV, les Colbert, les Louvois et autres. Pas du tout. Les héros oubliés de l'histoire de France, ce sont les gens issus de l'immigration qui devraient faire l'objet de films courts diffusés sur France Télévisions. Ce
ça laisse quand même rêveur. Tout à fait intéressant. Bon, d'accord. Mais tout ça nous renvoie tout à fait à certaines déclarations de Malika Sorel, qui résume dans une interview donnée au Figaro un petit peu l'évolution en cours. Il s'agit de rééduquer les Français en leur inculquant ce que la bien-pensance identifie comme la pensée juste. Nous sommes confrontés à une volonté de changer le peuple au travers du changement en profondeur de tout son référentiel culturel. Et on sait évidemment ce que représente l'histoire dans ce référentiel culturel. L'histoire génératrice d'une mémoire collective, elle-même, qui va entraîner la formation, la cristallisation d'une identité qui s'inscrit dans la durée, phénomène que nous avons connu, comme tous nos autres voisins européens. Et bien tout cela, il faut en finir. Voilà, il faut on va nous aboutir, rééduquer. n'est-ce pas, à l'homme hors sol, qui va être complètement coupé de ses racines, de son passé, de sa langue même, puisqu'on va nous vendre les vertus d'une sorte de sabir mondialo-globiche. Tout cela, c'est un programme qui est en cours de réalisation, Je crois qu'il lentement mais sûrement. Il y a une volonté effectivement de nous couper de nos racines. J'en donne un exemple, puisque j'ai parlé tout à l'heure des programmes. Je voudrais donner un exemple tiré des manuels d'histoire, puisque ces programmes, ils s'incarnent dans des manuels. Donc j'ai sous les yeux la reprise de deux manuels d'histoire, hein, le Magnard de 6e, la manière dont il présente, puisque c'est au programme, la fondation du christianisme et la fondation de l'islam. Je vous lis. Pour la fondation du christianisme. Pour l'historien qui s'appuie sur des sources non religieuses, il lui est possible d'affirmer que Jésus a existé, qu'il est né entre l'an 6 et l'an 4 avant notre ère, mort vers 30. Son enseignement inquiète les autorités religieuses juives qui le dénoncent. Jésus est condamné à mort par le préfet romain Ponce Pilate, alors gouverneur de la province de Judée. Il est crucifié en 30. Les sources chrétiennes, en particulier les évangiles, racontent les grandes étapes de la vie de Jésus. Il serait né à Bethléem et vers l'âge de 30 ans aurait parcouru la Palestine accompagné de 12 apôtres. Il aurait accompli des miracles, puis on repasse au présent. Nombreux sont ceux qui écoutent son enseignement et voient en lui le Messie. Donc on voit bien dans ce texte sur les origines du christianisme, on dit il ne faut pas tenir compte des sources religieuses. Et puis il y a un passage subtil du présent au conditionnel, le conditionnel étant le domaine par définition de l'incertitude. Donc le lecteur qui dit ça, il dit bon, on ne sait pas très bien ce qui est vrai là-dedans. Maintenant, sur un autre manuel, la fondation de l'islam. Selon la tradition religieuse musulmane, alors tout à l'heure on disait qu'on n'avait pas le droit de faire référence aux sources religieuses, pareil, et maintenant on fait référence à la tradition religieuse musulmane. En 610, l'ange Gabriel annonce à Mohammed qu'Allah l'a choisi pour être son prophète. Mohammed prêche alors une nouvelle religion monothéiste à la Mecque, l'islam. En 622, face aux critiques dont il est l'objet, Mohammed doit quitter la ville et se rend à Yatrib, c'est l'Hégire. À Yatrib, rebaptisé Médine, la ville du prophète, Mohammed fonde la première communauté musulmane. En 630, il s'empare de la Mecque et y interdit le polythéisme. À sa mort en 632, la plupart des Arabes sont devenus musulmans. C'est-à-dire que là, sur la fondation de l'islam, on n'a plus aucun conditionnel. Alors que, je renvoie nos téléspectateurs en particulier, je pense que c'est parmi les ouvrages les plus pointus sur la fondation de l'islam, c'est les ouvrages du père Galèze. On ne sait pas grand-chose sur la fondation de l'islam. Parce que ça a été, je dirais, un petit peu codifié quelques siècles plus tard, et donc on ne connaît pas la réalité historique. On la connaît, hein. Je renvoie notamment aux travaux de Jacqueline Chahabi, Les Seigneurs des tribus. On a la capacité de faire une critique comparable à celle qui a été opérée à la fin du XIXe siècle avec l'école biblique de Jérusalem, etc. Et évidemment, c'est une critique interdite. Or, les vies de Mahomet qui fondent la tradition musulmane aujourd'hui, ce sont des créations postérieures de pas loin de 2 siècles, à l'époque du califat abbasside de Bagdad. Elles ont été rédigées à l'époque. Et la véritable histoire des origines de l'islam, les anthropologues, les historiens aujourd'hui peuvent y accéder. Et sur cette question de l'islam... Mais c'est une histoire interdite quelque part dans le monde musulman. Je crois également qu'on ne peut pas ne pas souligner que c'était évoqué tout à l'heure par Jean-Pierre Thurberg, là, sur les 43 dates à retenir à la fin du Collège de l'Histoire de France, eh bien, en 622, vous avez l'Hégire. C'est-à-dire, il n'y a pas le baptême de Clovis, il n'y a pas Bouvines, il n'y a pas Marignan, mais il y a l'Hégire, qui n'a rien à voir avec l'histoire de géographiquement avec l'histoire de France, avec l'histoire de notre pays. Culturellement non plus. On va Donc il y a vraiment une... on a remarqué dans cette liste aussi
et c'est sans doute une préoccupation concernant une certaine population scolaire, que les massacres antisémites de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas non plus C'est signalés. vrai, il n'en est pas du tout. Ce qui peut paraître surprenant. Assez surprenant. Ouais. Mais- Je crois que quand on regarde ces manuels d'histoire, qui sont superbes, qui sont bien présentés, qui sont agréables, je crois qu'il y a deux autres caractéristiques. Il y a une première, c'est qu'il n'y a quasiment plus de texte. Il n'y a plus de texte, C'est-à-dire on n'a absolument. quasiment que des documents. Absolument, ouais. Et ces documents, on n'a pas le temps de le développer, sont toujours à charge pour la France. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse qui n'en est pas tout à fait une, d'ailleurs, en renvoyant nos téléspectateurs à une tribune extraordinaire dans Riposte laïque du 11 de ce mois, signée d'Anne Buis, qui appelle, c'est assez inattendu, mais ça fait plaisir, qui appelle à la rescousse l'ONU. C'est rare, ça. Oui, quand même. c'est assez rare, effectivement, qu'on en ait... Pour une fois, le machin pourrait servir à quelque chose. Oui, C'est très exactement ce qu'elle dit, puisque en 2007, l'ONU a pris une résolution relative aux droits des peuples autochtones. Les Français doivent se sentir Donc, un tout petit c'est peu nous visés. Oh, Ben oui. un mot suspect, il s'agit des peuples européens. Et cette résolution réaffirme que les peuples autochtones ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination, etc., etc., et que les peuples autochtones ont le droit d'observer et de revivifier leurs traditions, de conserver, de protéger, de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture. On est en plein dans le sujet de Par notre exemple, émission. un sapin de Noël ou une crèche. Ça en fait Exactement, de partie. promouvoir et d'enseigner leurs traditions, article 12, de revivifier et de transmettre aux générations futures leur histoire, ce qu'on était en train de faire, leur culture, leur langue, leur tradition, leur philosophie, leur littérature. Les États doivent prendre des mesures efficaces pour protéger ce droit, article 13. Ils ont droit à ce que l'enseignement et les médias reflètent fidèlement la dignité de leur culture, de leur tradition, de leur histoire, article 15. D'où je conclus de façon imparable que TV Liberté est à l'avant-garde des mesures préconisées par l'ONU qui viennent oui. au secours de notre Eh bien, histoire. de nos bravo racines. l'ONU pour une fois. Et Ban Ki-moon disait « Toutes les victimes de violations des droits de l'homme comme celle-ci doivent être en mesure de se tourner vers le Conseil des droits de l'homme comme vers un forum et un tremplin pour l'action. » Donc je suggère peut-être à mon excellent confrère d'aller à l'ONU et de demander... Je serai sûrement bien accueilli. Je n'en doute pas. Oui, On en rit, mais c'est ça quelque chose d'assez consternant quand même. Oui, Enfin, tout quand cela pour dire que nous sommes très loin des repentances très à la mode aujourd'hui. Repentances selon lesquelles l'histoire de France ne serait qu'un tissu de crimes et de délits qu'il serait urgent d'oublier ou au contraire de valoriser à l'excès afin de faire en sorte que toutes nos jeunes générations en aucun cas ne puissent être fières de ce passé. Voilà, je crois qu'un des fils conducteurs des manuels d'histoire, puisque j'en ai quand même consulté beaucoup, c'est effectivement la haine de la France. C'est-à-dire que c'est en permanence un dossier à charge. On pourrait évoquer aussi, par exemple, là, j'ai sous les yeux un texte sur la conquête de l'Algérie, 1830. Bon, c'est un texte d'Alexis de Tocqueville, rapport sur l'Algérie, qui est extrêmement critique. Très hostile à la Bon, colonisation mais d'Algérie, Tocqueville, que tout à fait. dans la présentation d'un texte, que dans la réflexion, il y a des éléments dans un sens, il y a des éléments dans un autre, n'importe quoi. Mais tout est à charge et toujours dans le même sens. J'ai un autre exemple, c'est les textes quand est traitée la question de la conquête de l'Amérique latine par les Espagnols. Tous les textes sont à charge. Mais la question de fond qui n'est pas abordée, c'est comment Cortés, avec 300 hommes, il a réussi à mettre à bas un empire de millions de personnes en quelques semaines. Mais la raison en est très simple, c'est que les braves Aztèques, ils faisaient régner une telle dictature sanglante avec les sacrifices humains des tribus qu'ils dominaient, que quand les tribus qu'ils dominaient ont vu arriver quelqu'un, c'est un moyen de se débarrasser des autres. Il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un document abordant cette question dans tous les manuels d'histoire que j'ai pu consulter. Tout à fait. Vous Alors, citiez- je vous renvoie là au livre de Joseph Pérez, qui est l'alter ego de Bartholomé Benassar, qui s'appelle La légende noire espagnole, dans lequel il démontre parfaitement justement la mise en place de toute cette lecture de la conquête de l'Amérique par les historiens anglo-saxons ou hollandais protestants qui voyaient là le moyen de s'en prendre à l'Espagne catholique, sachant que dans le même temps, personne ne s'indignait évidemment du sort réservé aux Indiens d'Amérique du Nord, qui, à ma connaissance, sont aujourd'hui beaucoup moins nombreux que ceux de l'Amérique latine anciennement espagnole. Vous citiez-
Vous citiez tout à l'heure Malika Sorel, qui n'est pas particulièrement suspecte, puisqu'elle est ancien membre du collège du Haut Conseil à l'intégration et de la mission laïcité. Elle dit textuellement dans ses interventions récentes, ce qui fait désordre d'un certain côté de l'échiquier politique, qu'en fait le modèle intégrateur ne peut pas fonctionner, puisqu'il faudrait qu'il y eût un modèle fort. Or, le modèle de la France prend haut de tous les côtés. Si on prend un parallèle simple, celui de la Légion étrangère, l'une des 48 nationalités qui se présentent un petit matin à Aubagne pour s'engager à la Légion étrangère, on ne se demande pas où est le modèle fort et où est le modèle faible. Il n'essaie pas d'imposer sa culture, ses traditions, il ne fait pas un feu de bois dans la cour du quartier Vienno. Il arrive, il est à la Légion, il obéit aux lois de la Légion, il se plie aux règles et aux coutumes de la Légion, il a pour dogme le récit du combat de Cameroun. Et il apprend la langue et il apprend la langue. très vite. La première chose qu'on fait, c'est effectivement de lui apprendre le français opérationnel. L'éducation nationale Bon, pourrait en prendre de la graine là-dessus. On est exactement à l'exact opposé de ce modèle d'intégration qui ne peut pas fonctionner, ce que Malika Sorel a bien vu et qu'elle dénonce à juste titre. Tant que la France aura honte d'elle-même et que ses enfants auront honte de leur passé, de leurs parents, de leurs racines, nous n'intégrerons plus rien. Au nom de l'intégration, bien sûr. Alors l'espoir, c'est ce fabuleux petit livre. Ça commence comme ça. Apprenez à vos enfants et à vos petits-enfants à travers ce petit livre. L'émission se termine, cher Philippe, je crois. Oui, l'émission se termine. Nous nous retrouverons la semaine prochaine et nous retrouverons Matahari. J'espère bien. Elle a encore tellement de choses à vivre.